bonsoir à tous. Merci d'être là pour cette dernière talk de l'année, puisque nous allons la clôturer de fort belle manière. C'est l'année civile, bien évidemment, puisqu'il y a tout un tas d'invités qui nous attendent par la suite. On est ravis d'accueillir Benjamin Guillard. Bonsoir, bonsoir. On va parler ce soir de création de personnages, on va parler d'acting, on va parler de comédie, on va parler de mise en scène. Et ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, il y a Pablo qui va nous accompagner, bien sûr. Mais ce qui est très intéressant, c'est que évidemment, on va avoir une talk en deux parties, puisque on va avoir la chance d'avoir deux invités qui vont se succéder sur cette thématique. Le premier, c'est donc Benjamin. Et ensuite, nous allons recevoir Alexis Michalik, que tu as peut-être rencontré ou croisé. Bien sûr que je connais un petit peu. Et voilà, donc quand même deux grandes personnalités du monde du théâtre et de la mise en scène. Et évidemment, cette Creative Talk en deux parties est extrêmement intéressante parce que vous aurez deux points de vue croisés sur la mise en scène, l'acting, la comédie, etc. Alors, on va peut-être démarrer par le commencement, c'est-à-dire, mais qui es-tu, Benjamin ? Qui je suis? Écoutez, je m'appelle Benjamin Guillard, je suis metteur en scène et comédien. J'ai commencé ma carrière en tant que comédien il y a 25 ans maintenant, bientôt. Voilà, j'ai travaillé comme acteur essentiellement dans le théâtre subventionné. Et puis, j'avais envie de me confronter à la mise en scène depuis un petit moment. Et puis, c'est venu comme ça, un peu par hasard. J'y ai pris beaucoup de plaisir et j'ai consacré beaucoup de temps à ça. Donc maintenant, je suis essentiellement metteur en scène. J'ai repris ma carrière de comédien il y a 2 ans, donc je suis sur les routes en parallèle avec un spectacle en ce moment, par exemple. Voilà. Donc j'ai eu la chance d'avoir plusieurs casquettes. J'ai réalisé 3 courts-métrages aussi. J'ai écrit un long-métrage. Voilà, j'ai la chance et le bonheur d'avoir plusieurs casquettes et de pouvoir me consacrer à ce métier sous des angles différents. Alors, on va évidemment apprécier l'ensemble de toutes ces compétences, parce qu'on est ici dans une école qui est dans la volonté de former des étudiants sur des compétences. On va essayer de traverser ton art au travers des 4 étapes de la conduite de projet créatif telles qu'on l'enseigne ici. Alors, ce qui était assez rigolo, c'est que quand on a commencé évidemment à travailler sur la préparation de cette émission, c'était évidemment un petit peu différent par rapport à ton approche sur tes différents événements et sur tes différents projets. Mais on va quand même essayer d'aborder ces projets par ces 4 temporalités. On essaye? On y va? On va essayer d'être un peu ordonné. Oui. Allez, on va démarrer par l'immersion. Alors l'immersion, c'est évidemment cette phase où on va faire des recherches, on va travailler évidemment dans le cadre de tout ce qui est scénario, écriture, une phase initiale basée sur la réflexion, l'introspection. Comment toi tu abordes cette phase par rapport à un projet? Là, on voit quelques images d'un spectacle dont tu peux nous parler. Ça, c'est un des derniers spectacles que j'ai mis en scène, effectivement, qui s'appelle Lettre à Anne. C'est un spectacle autour de la correspondance de François Mitterrand à Anne Pinjot. François Mitterrand a écrit 1200, pendant 30 ans, il a écrit 1200 lettres à Anne Pinjot. C'est paru chez Gallimard il y a quelques années, c'était un pavé énorme. Et c'est un projet qu'on m'a proposé. Alors il se trouve que moi, en tant que metteur en scène, je fais pas mal de projets de commandes. Pas essentiellement, mais j'en ai fait beaucoup ces derniers temps. C'est-à-dire qu'une production ou un acteur ou une actrice me propose, il cherche un metteur en scène et il me propose de m'emparer d'un projet pour le mettre en scène. J'aime beaucoup faire ça. Ça veut dire que je suis pas à l'initiative du projet, mais je m'en empare et j'essaye de le mener à bien. Avec une production et donc des acteurs. Et en l'occurrence, c'était ça ce projet, c'était cet acteur, Patrick Mille, qui avait une production avec qui j'avais déjà travaillé sur d'autres projets et qui cherchait un metteur en scène et qui m'a proposé de l'accompagner là-dedans et de le mettre en scène. Il y avait une idée, il y avait un théâtre, on l'a créé au Théâtre du Rond-Point l'année dernière, mais par contre il n'y avait pas encore l'adaptation de ces lettres, donc ça a été évidemment un énorme travail, ça, parce que 1200 lettres pour faire un spectacle d'1h20, voilà, c'est beaucoup de boulot. Donc on y a passé, on l'a fait ensemble avec Patrick, l'acteur que vous voyez là, en plein essayage costume. On l'a fait ensemble, ça nous a pris beaucoup de temps. Donc c'est un travail qui se fait un peu à la table d'abord. C'est-à-dire qu'on a chacun de notre côté regardé ce qui nous intéressait le plus dans ces lettres, ce qui pouvait être le plus théâtral, le plus intéressant dramaturgiquement. Et puis après on a commencé à essayer au plateau, à essayer des choses en répétition. On a passé 3 semaines au théâtre de Nîmes et là on a commencé à se lancer texte en main, à essayer des choses et à voir comment ça pouvait résonner au plateau, ces mots-là, quoi. Donc voilà, c'est un travail qui se fait un petit peu sur la durée.
Alors, ça veut dire quoi? Essayer des choses. Essayer des choses. C'est très mystérieux. Essayer des choses, moi je dis beaucoup ça parce que je pense que c'est la base du travail d'acteur, c'est d'essayer des choses. C'est-à-dire se lancer et ne pas chercher le résultat. Surtout, alors là je parle du théâtre, le cinéma c'est un peu différent, mais au théâtre on a le temps de répéter, on a le temps de travailler, on a le temps de la réflexion. Et moi je dis souvent à mes acteurs, mais vous n'êtes pas capable de jouer ce spectacle demain, personne n'est capable, c'est normal. Donc on découvre le texte ensemble et puis on se lance quoi. Ça veut dire qu'on a le droit d'être à côté de la plaque, ne pas chercher l'efficacité tout de suite de l'interprétation, mais de laisser un peu les choses, se faire tranquillement quoi. Le théâtre pour moi c'est ça, c'est le temps de il faut que les choses infusent vraiment. Donc essayer des choses, c'est se lancer, c'est comme prendre un texte à bras-le-corps et puis de partir dans une direction, même si elle n'est pas juste, et on sait très bien que ça ne se jouera pas comme ça au final, mais en répétition, on est là pour ça. On est là pour se lancer à jouer quelque chose et voir comment ça résonne, et quelles idées ça nous donne. Moi, je suis très partisan de ça. Alors, est-ce que du coup, tu demandes à tes comédiens de faire des recherches, par exemple, sur les personnages qui sont censés jouer? Ici, c'est donc Mitterrand. Est-ce qu'il y avait des recherches qui ont été demandées? Est-ce que l'idée, c'est de s'approprier le livre, ou en tout cas les textes? Donc, il faut évidemment se lancer dans cette relation particulière, parce que peut-être que vous ne connaissez pas le lien qui existe entre Madame Pinjot et Monsieur Mitterrand, mais en tout cas, il y avait une relation qui était un petit peu cachée, discrète, qui a permis évidemment de cacher une fille et rester secrète pendant très longtemps d'ailleurs, Mazarine. Donc c'est évidemment un texte spécifique, c'est des lettres, et adapter des lettres, c'est quand même pas non plus forcément très évident dans un cadre de théâtre. Comment tu t'y es pris? Quelle était ton approche? En l'occurrence, Patrick avait été très, très au fait de l'histoire de Mitterrand, de la vie de Mitterrand. Plus que moi d'ailleurs. Enfin, je connaissais les grandes lignes, bien sûr, mais je ne connaissais pas tant de détails que lui. Après, la notion de personnage, en l'occurrence, il ne s'agissait pas de... Là, on voit une photo d'une maquette de décor, un dessin, un premier dessin de décor. En l'occurrence, il ne s'agissait pas de jouer Mitterrand. C'était une grande question. Enfin, moi, ça me paraissait assez évident dès le début. C'est qu'on n'a pas cherché du tout à incarner la figure de Mitterrand. Mais ça, c'est peut-être quelque chose que je redirais aussi, parce que moi, c'est pas quelque chose qui forcément me passionne, cette notion de personnage. Alors, après, j'ai été amené peut-être aussi dans les projets que j'ai fait à m'interroger là-dessus. Mais c'est pas, il s'agissait pas de jouer Mitterrand du tout. Il s'agissait de s'emparer de ses mots, de sa pensée, et à partir de là, je pense que allait naître Mitterrand, une certaine idée de Mitterrand en tout cas. Mais on cherchait pas à faire un biopic sur Mitterrand du tout. Donc cette notion de personnage était très peu évoquée. Et dès que Patrick, comme tous les acteurs, il y a ce plaisir-là évidemment à essayer de rentrer dans la peau d'un personnage, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais là, en l'occurrence, dès que ça allait un peu loin là-dedans, j'étais plutôt le censeur à dire « Oh là là, non ça m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est ton humanité à toi, c'est tes sensations à toi, ton énergie à toi. » Ça, je l'ai beaucoup répété et je suis assez certain que c'était extrêmement important pour porter ces mots-là et faire ce spectacle. Oui, comment on travaille entre justement un projet personnel et un projet de commande? Comment on aborde différemment C'est-à-dire qu'assez vite, le projet de commande devient un projet personnel. Après, je ne dis pas oui à tous les projets de commande. Donc, si j'accepte, c'est que je sens que je vais pouvoir m'emparer du projet. À partir du moment où j'ai décidé de m'en emparer, je fais comme si c'était mon idée. Voilà, donc je le prends comme si c'était... comme si c'était mon idée, et ça devient presque mon idée. Parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui ont du coup des commandes, des briefs. Et pour les aider justement, comment on aborde justement un projet qui vient de l'extérieur et comment on le tire vers soi ou comment on s'approche de quelque chose qui est au départ extérieur. Comment justement tu fais, encore une fois, si j'accepte ces projets-là, c'est parce qu'ils me parlent, qu'ils font résonner en moi des choses qui m'intéressent. Et puis après, je me plonge là-dedans et puis c'est ça que j'aime bien aussi dans les projets de commande, c'est qu'on rencontre plein de gens. On va pas forcément vers quoi on serait allé, donc ça c'est assez passionnant. Comment on s'en empare après, je crois que c'est une certaine curiosité pour tout ça et comment. Mais il n'y a pas une sorte de fil comme ça que tu commences à. Pas vraiment. Après, ce qui est sûr, c'est que j'y mets des choses à moi. Quand c'est des projets de commande, j'y mets beaucoup de choses à moi et je tire ces projets-là vers quelque chose qui m'intéresse moi. Je les prends sous un angle qui m'intéresse. Ça c'est sûr. Donc là, par exemple, dans le cadre du spectacle qui a été donné, ce qui t'intéressait, c'était plus la relation épistolaire
entre les deux personnages plutôt que de faire effectivement un biopic. C'était cette thématique amoureuse qui t'intéressait davantage. Tout à fait, oui, c'est cette littérature-là, parce qu'on découvre dans ces lettres, ça me parle très peu de politique, ces lettres ne parlent quasiment pas de politique. C'est essentiellement des lettres d'amour pendant 30 ans, d'un homme qui a une double vie, mais qui est fou amoureux de cette femme, et qui lui écrit 2-3 fois par jour pendant 30 ans, c'est assez fou. Donc, pardon, j'ai oublié la question. C'était l'angle que tu avais. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'était comment faire créer du théâtre avec des lettres. Ça, c'est quand même assez passionnant. Moi, j'aime aussi ça. J'ai beaucoup travaillé aussi là-dessus de travailler sur des textes qui sont a priori pas des textes théâtrales, quoi, qui sont pas écrits pour le théâtre. J'ai adapté plusieurs romans et c'est quelque chose qui me passionne assez. Comment la littérature peut devenir théâtre. Par quels outils on utilise, comment on peut faire du théâtre, des choses qui ne sont pas a priori faites pour le théâtre. Ça me passionne assez, je dois dire. Alors, on va aborder maintenant la deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire la phase de conception. Alors, la phase de conception, c'est tout particulièrement l'idée chez nous. Tu as évoqué effectivement la mise en scène, tu as évoqué le projet, tu as évoqué l'ensemble des éléments qui permettaient de traverser un texte et de se l'approprier, parce qu'il y a une résonance en nous. Mais en théâtre ou en mise en scène, c'est quoi une bonne idée ? C'est quoi une idée quand on essaie de chercher la création d'un personnage ? C'est un mouvement, un geste. On sait que c'est d'abord par le mouvement que les choses viennent, peut-être, par le fait de poser une voix, le fait d'intégrer peut-être aussi un espace scénique. Quelle est la démarche pour créer un personnage, pour s'en emparer, pour le rendre de chair et de sang, alors qu'au départ, c'est juste une ligne sur un papier? En vrai, c'est un peu mystérieux, ça. J'avoue que répondre précisément à cette question, c'est compliqué. Là, on voit des photos de Vous n'aurez pas ma haine, qui est un spectacle que j'ai fait il y a quelques années. C'est pareil, c'était un projet de commande. C'était un spectacle qui a eu le Molière, d'ailleurs, en 2000, je sais plus quand, enfin, il y a quelques années. C'est un projet de commande, c'est un livre, c'est un témoignage d'Antoine Léris, qui a perdu sa femme pendant les attentats du Bataclan, et qui, le lendemain des attentats du Bataclan, a mis un message sur Facebook qui s'appelait donc Vous n'aurez pas ma haine, qui est devenu viral et qui a inondé le monde entier. Il y a un message qu'il a complètement dépassé, qui est une lettre adressée aux terroristes. Peu de temps après, je pense un an après les attentats, il a écrit le témoignage plus long justement de ce qu'il a vécu ces jours-là, les jours qui ont suivi, et comment il a continué à vivre seul avec son fils, et comment il s'est emparé de l'éducation de son fils seul. Et aussi tout le retentissement qu'a eu ce post posté sur Facebook le lendemain des attentats. Ça, c'est un projet qu'on m'a proposé, que j'ai commencé par refuser en me disant c'est trop tôt, c'est un témoignage magnifique, enfin, c'est bouleversant, mais je suis pas sûr d'avoir envie et d'être capable de faire un spectacle autour de ce texte. Et puis je l'ai relu, j'étais très ému par ce texte, et puis on a commencé quand même avec la production à réfléchir à quelqu'un pour incarner ce texte, et est arrivée assez vite l'idée de Raphaël Persona, que je connaissais pas du tout, que j'ai rencontré à cette occasion, toujours pareil en me disant je pense que je ne ferai pas ce spectacle. Lui était très touché par le texte et en même temps se disait non, je pense que je ne vais pas faire ce spectacle. Et puis on s'est rencontrés, on a tous les deux dans sa cuisine, il a lu le texte, je ne sais plus si j'avais dû commencer un petit peu on n'a pas tout lu, mais quelques extraits comme ça, et puis au sortir de cette lecture, ça devenait évident qu'il fallait faire un spectacle. C'était assez fou. On était en larmes tous les deux, c'était évident que tout d'un coup ce texte avait une portée théâtrale, on pouvait faire du théâtre de ça, et qu'il n'y avait pas d'indécence là-dedans, qu'on pouvait le faire de manière juste et intelligente. Voilà, je dis ça parce que justement la conception de ce spectacle était aussi très complexe au tout départ, parce que je me disais ok, nous allons faire un spectacle de ce texte-là, qui n'est donc pas théâtral, qui est d'une actualité un peu brûlante encore, qui est très délicat. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? On a le droit à quoi finalement ? Est-ce qu'on a le droit d'appeler ça un spectacle déjà ? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser tous les outils du théâtre pour faire quelque chose qui soit spectaculaire ? Et c'est des questions qui me hantaient au début, en me disant je peux pas, faut faire attention à ce que tout ça doit rester très élégant, très délicat, très doux, et ça a guidé en fait la conception de ce spectacle tout le temps. Ce qui était au début un peu compliqué, parce que dès que j'avais une idée, je me disais oh là là, est-ce que c'est trop ? Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas ?
Et puis assez vite, je me suis dit, bon, à partir du moment où j'ai décidé, j'ai accepté de faire ce spectacle, on va le faire vraiment comme si c'était un spectacle comme un autre, tout en gardant dans l'idée que les choses devaient rester élégantes et délicates, mais quand même. Donc, ce qui fait que dans ce spectacle, il y a de la vidéo, il y a de la lumière, il y a une pianiste sur scène, il y a tous les éléments qui font spectacle. Voilà, donc ça faisait partie des choses, en tout cas de conception qui posaient beaucoup de questions, et en même temps, les réponses venaient d'elles-mêmes finalement. Et pour rebondir sur une bonne idée, pour moi elle est très subjective. Une bonne idée, c'est quand je suis dans la salle, que j'essaye quelque chose, que je demande à un acteur quelque chose, ou que je demande à mon vidéaste de faire quelque chose, ou à l'éclairagiste. Quand je suis dans la salle tout seul, j'essaye d'être objectif, je me dis ah oui, ça me touche, ça me fait rire, ça je trouve ça beau. Là je me dis que c'est une bonne idée. Si ça me touche pas, si je trouve ça pas drôle, si je trouve ça moche, je me dis que c'est une mauvaise idée. C'est très subjectif. Alors cette approche, c'est d'abord avec un comédien qui va évidemment s'emparer du texte, donc qui va déclamer le texte, etc. Il doit y avoir des résonances entre le metteur en scène et puis l'artiste qui va évidemment se produire, parce qu'il a besoin d'être dirigé ou en tout cas d'être conseillé. Et donc c'est une approche qui est assez proxémique, et de plus en plus tu t'éloignes de la scène pour voir un petit peu ce que ça donne avec les effets, la manière de prendre possession de l'espace, ou cet environnement, la manière de saisir un espace ou de faire intervenir par exemple des images sur un écran, parce qu'il y a quand même aussi ce travail de relation avec des visages qui sont projetés sur la scène. Comment ces effets-là de mise en scène interviennent dans le cadre de cette conception? Ou est-ce que vous l'êtes dit tout de suite, vous êtes dit, bah tiens, il faut mettre tel effet, etc. Assez vite, en l'occurrence, pour ce projet, j'avais envie de musique, j'avais envie d'une présence féminine au piano. Donc ça, c'est venu assez vite, parce que j'avais envie qu'elle puisse incarner, ou en tout cas donner l'idée d'une personne manquante, d'une personne féminine manquante. J'avais besoin et envie de musique aussi, parce que c'est plusieurs tableaux qui sont quand même assez denses. Et j'avais envie et besoin, je crois, de pouvoir avoir des respirations musicales, de pouvoir changer un peu créer des ellipses aussi. Donc ça c'est venu assez vite. Et en même temps, j'avais besoin aussi que cette pianiste ne soit pas présente tout le temps. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix aussi avec le scénographe d'un grand tulle là, qui est dans un coin du plateau, et qui fait que s'il est éclairé de face, elle disparaît. Par un jeu de lumière, elle pouvait être présente ou ne pas être présente dans l'image. Donc ça, c'est venu assez vite, c'était une envie assez rapide. Après, les choses se font, la lumière se crée en fonction de ce qui se passe. Encore une fois, on a du temps pour répéter au plateau. Donc moi, je commence à répéter juste avec les acteurs, dans une salle de répétition, sans décor, quand je peux. Et en même temps, dans ma tête, et avec ce qu'on appelle donc le scénographe qui conçoit les scénographies et les décors, on réfléchit aussi, on discute, on échange. Et puis les choses se font comme ça petit à petit, à partir du moment... Mais je pars souvent quand même du travail au plateau avec les acteurs. Quand c'est possible, quand les spectacles sont relativement légers, quand ce sont des seuls en scène et qui le permettent. Quand c'est des formes plus lourdes, on est obligé de travailler un peu en amont les espaces. Mais j'aime bien quand même partir de ce qui se passe avec les acteurs et du travail en répétition ou même en lecture, de pouvoir que ça naisse de là, l'envie des espaces et l'idée du décor naisse de ce travail-là avec les acteurs d'abord. Non. Parce que je viens de là aussi, et c'est ce qui me passionne. En vrai, c'est ce qui me passionne, c'est la direction d'acteur. J'adore ça, voilà, c'est quelque chose que j'aime, que je crois savoir faire un petit peu. Enfin, c'est quelque chose qui vraiment m'interroge beaucoup et me passionne. Tu avais comment tu décrirais ce lien que tu tisses avec l'acteur? Comment tu es un guide, tu es un conseiller, tu es un maître de marionnette, tu es... Marionnette, non, je pense pas, parce que je considère que les acteurs sont pas des marionnettes du tout. Ou s'ils le sont, c'est qu'il y a un problème, à mon avis. Mais donc non, plutôt un guide, Il y a que l'émotion qui est le guide, en fin de compte. L'émotion rejaillit, la manière de la transmettre. Ou est-ce qu'il y a aussi des références? C'est-à-dire que quand tu guides un comédien sur une scène, tu dis ça me rappelle un spectacle d'un tel, ça on pourrait peut-être plutôt la jouer de cette manière-là. Est-ce que tu vas chercher des références? Est-ce que quand vous commencez à intégrer de la mise en scène, vous aidez de références, ça me rappelle Pacino dans telle scène, etc. Ou est-ce que c'est beaucoup plus diffus? Non, c'est plus diffus, je crois. Peut-être pour les choses plus comiques, on peut avoir des références un peu, oui,
peut y avoir des idées de gags, un peu de choses, mais je me suis jamais dit, tiens, ça me fait penser à tel film ou à telle pièce, donc essayons d'en faire. Je crois pas. Jamais, mais bon, c'est des choses qui ont infusé en moi peut-être, donc sûrement qu'il y a des références que je maîtrise pas et que j'utilise pour avoir des idées, effectivement, sûrement. Parce que là, le travail que tu as avec les acteurs, c'est très particulier, c'est souvent du 1 à 1. Bah, il se trouve que j'ai fait beaucoup de seul en scène, moi, ouais. C'est un peu un hasard, mais j'ai fait beaucoup de seul en scène. Alors après, des choses très variées, ça va de Vous n'aurez pas ma haine à Pierre Palmade, donc on a quand même... Ouais, et comment on travaille justement avec Personnaz et Palmade, comment on travaille on travaille très différemment en fonction de qui on a en face de soi aussi. Je pense qu'aussi, ce qui est important, c'est de savoir s'adapter à qui on a en face de soi, quand même. Et si tu pouvais décrire brièvement entre, par exemple, Personnaz et Palmade, comment tu as travaillé concrètement avec eux Palmade, c'était des textes des textes à lui. Donc déjà, ça change aussi beaucoup de choses parce que c'est ses textes, donc il a forcément une idée. Il peut avoir une idée un peu arrêtée de la manière dont il veut les interpréter. Et en même temps, il fait appel à un metteur en scène, donc c'est aussi parce qu'il a besoin d'aide, et notamment en direction d'acteur. Donc c'est forcément différent. Après, c'est aussi des histoires de tempérament, simplement, des histoires d'énergie, de tempérament, donc il faut s'adapter effectivement aux gens avec qui on travaille. Palmade, quand il fait appel à toi, il attend quoi de ta part ? Il attend de ma part que je mette en scène, que je fasse la mise en scène de son spectacle. Parce que c'était une forme aussi un peu différente de ce qu'il avait fait jusque-là. C'est-à-dire qu'on n'était pas du tout dans le... Il avait envie d'un spectacle théâtral, et on le créait au Théâtre du Rond-Point. Donc il avait envie de quelque chose de très théâtral, avec un décor, avec des lumières. Il avait envie d'une forme théâtrale. Et c'est son producteur aussi, d'ailleurs, avec qui j'avais déjà travaillé, qui a pensé à moi. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a fait appel à moi. On n'était pas du tout ni de l'ordre du stand-up, ni de l'ordre du sketch. Il y avait un vrai travail sur la forme aussi. D'accord. Ça pourrait être intéressant justement que tu précises du coup, parce que tu as un texte qui est préexistant, du coup ton rôle là, il consiste en quoi ? Pour se rendre compte un peu, pour les étudiants notamment, tu as ce texte, tu as ce personnage cet acteur qui a déjà aussi du coup peut-être une idée préconçue de comment il va jouer. Toi, moi, c'est à la fois de mettre en espace tout ça, parce que donc c'était une succession de sketchs. Comment est-ce que tout ça s'enchaîne ? Comment est-ce qu'on passe d'un sketch à l'autre ? Comment on utilise tout cet espace ? Parce qu'en l'occurrence, sur le Rond-Point, c'est quand même un très grand plateau. Donc moi, j'étais là pour comment on passe de ce texte écrit, mais comme un autre spectacle finalement. J'ai pas eu la sensation de faire un pas de côté par rapport à ce que je faisais jusque-là. J'avais un texte et je me suis dit, comment est-ce que ce texte-là arrive au plateau ? Simplement. Donc j'ai bossé avec un scénographe sur le décor, j'ai bossé avec un éclairagiste, on a bossé, j'ai réfléchi à la musique, j'ai fait appel à un compositeur que je connaissais. Ça prend combien de temps ? Ça, c'est un peu dur à évaluer parce qu'il y a tout un travail de préparation, ou de lecture même, avec les comédiens. Et puis après, il y a un temps effectif de répétition. En général, on a un mois et demi de travail effectif. Mais ça veut dire qu'on a déjà le décor, et on commence à créer les lumières, on commence vraiment à tout créer, quoi. Mais il y a beaucoup de travail qui se fait avant. Je crois que j'avais des photos d'ailleurs de la construction du décor de Palmade. Voilà. Alors là, effectivement, on a enchaîné donc sur la partie formulation, si je ne m'abuse. Donc tout ça se conçoit bien avant, et se construit. Alors ça, c'était une photo de répétition de Joe, où j'étais metteur en scène, mais justement, comme j'essayais d'être au plus près des acteurs, j'avais pris la tenue de la comédienne, en l'occurrence Audrey Fleurot, pour lui prouver qu'on pouvait monter debout sur le bar avec ce peignoir. Et ce qui est assez intéressant, c'est que effectivement, là, on est au cœur de la scène. C'est-à-dire qu'il y a une approche de recherche, il y a une approche de création de personnages, il y a une approche liée au texte, il y a le seul en scène, et puis là, il y a une troupe. Alors là, la troupe, c'est quand même carrément différent, parce qu'on doit créer des interactions, ça va et vient, il y a du rythme, parce que la différence peut-être aussi avec un seul en scène, c'est que il y a une seule personne qui crée le rythme, et alors que là, il y a des déplacements, il y a des changements de décor, il y a peut-être... voilà, donc c'est toute une orchestration qui nécessite quand même, là encore, un travail de réflexion globale, puisque tu gères une team et non pas une seule personne. Oui, et puis c'était une team ils étaient très nombreux, ouais. Très nombreux. C'est un spectacle qu'on a fait en plus en direct pour la télé, pour France 2. Donc c'est un spectacle qui s'est pas joué très longtemps. Ils ont dû faire une trentaine de dates, je crois. Ça, c'est des photos de répète. Ils ont dû faire une trentaine de dates, et puis on a fait un direct, un prime time sur France 2.
Donc c'était une aventure évidemment très particulière, avec beaucoup de pression, beaucoup de monde. Pour le coup, c'est un spectacle que j'avais voulu monter, qui est adapté d'une pièce américaine, qui avait été adaptée déjà en France, qui avait donné le film Joe avec De Funès dans les années 60. Voilà, un film que j'adorais et que je rêvais de mettre en scène au théâtre. Donc c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc le rythme, parce que... Ah bah oui, là, les questions de rythme, et puis de changement de décor aussi. Enfin, c'était un spectacle assez lourd. On a eu beaucoup de problèmes techniques et voilà, il y a eu... Une anecdote peut-être ? Une anecdote, peut-être on peut voir l'histoire de la... Je sais pas si on voit il y a des photos de la grenouille. Parce que je rêvais, voilà, c'est une grenouille qui faisait, je sais plus, elle faisait 3,50 mètres de haut. Il doit y avoir des photos de la conception aussi. Ça a été toute une histoire, cette grenouille, parce que on a fini par pas être d'accord avec le scénographe sur la couleur de la grenouille. Et ça a pris des proportions un peu absurdes. Voilà. C'est-à-dire, tu ne comprends pas l'idée de la pièce, tu te rends compte, c'est quand même incroyable qu'avec, qu'on ait des distances, enfin c'est Roger Hart et Donald Caldwell, quoi. Un petit peu, on a fini par se parler, on s'est reparlé il n'y a pas longtemps en se disant, tu te rends compte qu'on a quand même, on s'est engueulé à cause d'une grenouille, ce qui est quand même assez absurde. Voilà. Qui au final m'a beaucoup plu, cette grenouille. Non, finalement, qui a gagné dans cette histoire ? Finalement, c'est moi qui ai gagné. Ah bah voilà. Ouais. De haute lutte. Alors, on a évidemment donc un décor. Quand on a, par exemple, alors là c'est symptomatique, mais on a quand même quelque chose qui, dans la scène, te fige le regard. Parce que tu as cette grenouille en plein milieu. Et tu as évidemment tout un tas de gens qui vont interagir tout autour. Tout à fait. Donc là, il y a quand même une vraie difficulté, parce que il y a à la fois quelque chose qui est omniprésent, et à la fois il y a la dimension du jeu des comédiens, des comédiennes, qui doivent quand même relativement exister. Donc oui. C'était là le sujet, le gros enjeu. Il faut que cette chose rentre sur le plateau en plus, c'est ça qui est compliqué aussi. Oui. Donc il faut plusieurs régisseurs, il faut les bons tops, il ne faut pas qu'ils soient en retard, il ne faut pas qu'ils soient en avance non plus. Ça c'est la construction de la grenouille justement. Oui, et puis après... oui, non, mais ça pose plein de questions évidemment. Et le travail avec le réalisateur, puisque c'était une capture en direct, et les déplacements de caméra ont joué un rôle aussi sur la manière de créer les déplacements des comédiens sur la scène. Non, parce qu'on l'a pensé. Non. On en avait parlé un petit peu avec le réalisateur en amont, mais assez vite, il m'a dit non, mais faites ta mise en scène et puis on s'adaptera. Il a suivi un peu des répétitions. J'avais déjà travaillé avec lui, il avait fait la captation de Vous n'aurez pas ma haine, je le connaissais bien, j'aimais beaucoup, j'avais une grande confiance. Et donc il est venu assister à des répètes, puis il a vu beaucoup le spectacle, son chef-op l'a vu beaucoup aussi, ses techniciens, les cadreurs sont venus, ils ont fait des captations pour pouvoir visionner avant la captation en direct, donc ça a été un gros chantier. Mais après j'ai laissé faire. Ouais. Pour le montage, après je suis intervenu un petit peu à la marge sur des petites choses, mais j'ai laissé faire. Eh bien, je crois qu'il est temps d'enchaîner avec la 4e partie. Alors, la 4e partie, elle est plutôt distinguée, je dirais, à cette épreuve de fiction. Parce que ce qui est assez intéressant, on le voit bien, c'est qu'il y a du seul en scène, il y a des troupes, il y a de multiples spectacles, il y a des enjeux différents, effectivement. Et puis, il y a la fiction. La fiction, c'est les courts-métrages. Donc, tu es en train de travailler sur des projets, tu es en train de travailler sur de la fiction. Évidemment, ce n'est pas tout à fait la même approche, ou peut-être que si. Est-ce qu'on a, en tant que metteur en scène de théâtre, une approche similaire de la mise en scène quand on tourne un film ? Est-ce qu'on a une approche similaire ? Non, je pense que c'est différent. Alors moi, j'ai réalisé 3 courts-métrages. Effectivement, j'ai écrit un scénario de long-métrage qui est en train, je pense, de devenir, j'espère, un unitaire pour la télé. Donc, est-ce qu'on a une approche ? Non, c'est différent. Après... Le point commun, c'est mon rapport aux acteurs et aux actrices. Et encore une fois, quand j'écris, j'adore écrire des dialogues et j'imagine assez vite la manière dont les choses peuvent se jouer. Ça, c'est sûr. Donc, après, sur un plateau, repérage, création du personnage. Il y a un débit qui est quand même assez rapide là aussi. Il faut mettre tant de nombre de plans dans la caméra à la fin de la journée. Il y a une efficacité à avoir au cinéma qu'on n'a pas forcément à avoir au théâtre. Encore une fois, au théâtre, les répétitions, on a le temps de répéter. Au cinéma, c'est vrai que les choses vont beaucoup plus vite et il faut être beaucoup plus efficace. Ça, c'est sûr. Mais après, il y a plein de points communs. Il y a aussi le travail en équipe. Moi, j'adore ça. Et ça, on le retrouve, que ce soit sur un plateau de cinéma ou sur un plateau de théâtre. C'est assez formidable. Donc là, par exemple, dans ce cadre-là,
tu es accompagné par un directeur de la photographie qui t'accompagne aussi également sur l'aspect réalisation. Tu prends aussi en main les contraintes techniques de réalisation avec, je sais pas moi, des options de réalisation qui peuvent être des diaphes, des lens, etc. Oui, non, moi je suis vraiment autodidacte là-dedans, donc j'ai travaillé là sur les 3 courts-métrages avec un chef opérateur que je connaissais par ailleurs et qui prend en charge. Après, j'ai appris au fur et à mesure, mais il prenait en charge beaucoup de choses, et puis avec tous les techniciens aussi qui étaient, que ce soit les scripts, enfin tout le monde, les assistants qui prenaient en charge beaucoup de choses pour m'aider, effectivement. Ok, et du coup, est-ce qu'il y a une approche quand même différente entre le théâtre et le cinéma? Est-ce que tu dis, les 3 courts-métrages, tu les as fait resserrer ou ça a été non, au fur et à mesure de ta carrière de metteur en scène? Au fur et à mesure. Et qu'est-ce qui est commun en fait dans ces 2 pôles de création? Enfin, qu'est-ce que tu peux transférer de l'un à l'autre et qu'est-ce qui passe pas, notamment dans le jeu d'acteur par exemple? Est-ce que on a l'habitude de dire qu'on joue plutôt pour toute la salle, alors que le cinéma, on est plutôt dans le chuchotement et dans l'intériorité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Oui, c'est vrai qu'à partir du moment où on est au théâtre, et si on fait le choix de ne pas avoir de micro, on joue pour le dernier rang dans une salle qui peut être une salle de 800 places, ça c'est sûr. Donc ça demande une technique mais après, c'est pas pour ça que être un acteur de théâtre, c'est pas crier, c'est pas parler fort pour parler fort. Justement, tout le défi, il est de garder une intensité, une émotion en se faisant entendre au dernier rang. Ça, c'est sûr. Mais bon, le jeu cinéma, effectivement, implique d'autres choses, ça, c'est sûr. C'est sûr, mais je pense que finalement, l'idée est la même. Pour moi, ce qui est important dans le jeu, c'est la pensée, que la pensée soit juste. Pour qu'un acteur soit bon, il faut que sa pensée soit au bon endroit. Et après, elle s'exprime vocalement différemment, mais finalement, c'est la même chose. Il sera juste. Il s'agit d'être juste dans la pensée, et à partir de ce moment-là, ça peut s'exprimer très fort pour toucher le dernier rang dans une salle de 800 places, ou ça peut s'exprimer face à une caméra. Je pense que c'est la même chose. Et en tant que metteur en scène, il y a des choses que tu fais pour aider du coup les acteurs à être dans cette pensée juste. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu peux faire pour ajuster ça? Parce que je réfléchis avec eux à la pensée de ça, justement. À ce qu'ils se racontent, à ce qu'ils disent, par où ça passe. Je réfléchis beaucoup à ça, ouais. On parle d'intonation, par exemple. Moi, c'est quelque chose qui me fait sortir de mes gonds. Même ce mot-là, intonation, je le déteste, je trouve ça horrible. L'idée qu'on puisse diriger un acteur à l'intonation et dire tiens, tu devrais le dire comme ça, je trouve ça abominable. Donc, je préfère parler de pensée. Et si la pensée est juste, les mots sortent juste, quoi. Pas forcément de la même manière tous les soirs aussi, c'est ça qui est assez passionnant au théâtre, c'est que moi mon rôle en tant que metteur en scène, c'est aussi qu'un acteur ou une actrice puisse jouer tous les soirs au théâtre pendant 3 mois, pendant 2 mois, ou partir en tournée et puisse être juste tous les soirs, ou en tout cas retrouver un peu de plaisir tous les soirs et pouvoir réinventer les choses aussi tous les soirs. C'est ça qui est important, que les choses ne se fichent pas, quoi, pouvoir les réinventer. Et toi qui es aussi acteur, comment de l'intérieur on travaille pour justement être capable de renouveler ces choses entre les représentations ou entre les prises si on est au cinéma? Comment on réactive des choses Je dis pas qu'on y arrive tous les jours au théâtre, mais on essaye en tout cas. Et pour ça, c'est être au présent. C'est être au présent en fonction de ce qui se passe, de l'énergie dans laquelle on est ce soir-là aussi, de l'état d'esprit dans lequel on est, de l'état d'esprit dans lequel sont ses partenaires aussi, d'être à l'écoute de ses partenaires. Si le partenaire nous envoie une réplique d'une certaine manière, il s'agit de lui répondre, il s'agit d'être au plus juste de ce qu'on reçoit aussi. Et ça passe par le fait d'être au présent et d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de soi, je pense. Et ça, je crois que c'est valable au théâtre et au cinéma. D'accord. Et toi, comment tu qualifierais ta place justement dans une troupe justement par rapport à l'écoute notamment quelle est la place en fait du metteur en scène? C'est un chef d'équipe, c'est quelqu'un qui essaye de donner un cap, qui essaye de redresser le cap quand les choses se décalent un peu, parce que forcément les choses se décalent au théâtre un petit peu. Alors ça peut se décaler de manière magnifique, et ça il faut l'accepter, et c'est formidable. Il s'agit de lâcher aussi, une fois qu'on a mis en scène le spectacle, il s'agit de le lâcher pour qu'il vive sa vie. Donc parfois il vit sa vie de manière magnifique parce que les choses prennent une ampleur, et puis parfois ça se décale un petit peu, d'un coup, de soir en soir, quelque chose qui devient quelque chose qui est plus très juste, ou ça ne raconte pas exactement ce que moi j'avais envie de raconter avec ça. Donc on est là aussi pour
pour resserrer un peu tout ça, ouais, retrouver ce cap-là. Ouais. Parce que quand tu mets en scène une pièce, est-ce que tu es présent tous les soirs de représentation ou c'est ponctuel, tu reviens régulièrement? Enfin, comment tu gères ça? En général, dans les seuls en scène, je suis là quand même beaucoup, en tout cas au début. Okay. Par solidarité avec la personne qui est toute seule sur le plateau. Et puis après, non, moi je suis quand même très présent. Je suis quand même souvent là. Alors parfois, je me force même à pas venir pour prendre un peu de recul aussi, parce qu'à un moment, c'est pareil, quand on voit le spectacle tous les soirs, il y a un moment on n'a plus de recul et on n'a plus grand chose à dire d'intéressant. Donc je fais l'effort de prendre du recul, de ne pas venir et puis d'arriver avec un regard que j'espère un tout petit peu plus frais, quoi. D'accord, du coup, ça sera par exemple la première semaine de représentation, tu es présent. Oui. Après, tu lâches des champs, puis tu reviens au bout d'une semaine ou 2 semaines. Ouais, je vais même être présent les 2-3 premières semaines. D'accord. Mais oui, j'ai beaucoup de mal à lâcher en l'occurrence. Ouais. Mais par contre, je fais pas des notes tous les soirs. Quand je viens beaucoup, je vais pas faire des notes tous les soirs. Je vais prendre des notes pour moi. Voilà, mais je laisse infuser ces choses-là et je ne dis pas les choses aux acteurs. Je vois ce qui se passe aussi le lendemain. Si les choses se reproduisent, là, je vais finir par le dire. Si c'est des choses d'une représentation comme ça, je vais pas pointer le doigt là-dessus. Alors, ce qu'il y a de commun entre le cinéma également et le théâtre, c'est l'affiche. Ouais. Quel est ton regard sur l'affiche? Parce qu'on a affaire aussi à des concepteurs en création visuelle, hein. On a des directeurs artistiques, des photographes, tout ça. C'est quoi ton approche de l'affiche par rapport à ça? Je crois que je suis très mauvais pour les affiches. Je suis très mauvais parce que moi j'aime bien les choses un peu... Comme tout le monde, je crois, j'aime bien les choses que je trouve un peu jolies. Et en même temps, on sait qu'une affiche aussi doit imprimer le regard. J'ai eu ce cas-là il n'y a pas très longtemps avec un spectacle, je ne vais pas vous dire lequel, mais qui se joue. Et je n'aimais pas du tout l'affiche. Je la trouvais pas très belle. Et en même temps, voilà, on m'a convaincu en me disant oui, mais on la voit très très bien. Et effectivement, je crois qu'on la voit très très bien. Donc, ce qui peut expliquer un succès? Je pense que ça participe en tout cas, c'est pas la seule chose, mais ça participe, je crois que c'est important. Ouais. Quand elle est bien diffusée dans le métro ou partout, je crois que c'est quand même important. Donc sans doute que ça participe à un succès. Ouais. Sûrement. Donc j'ai pas trop de... Ouais, je sais pas à quoi penser de ça. Moi, je milite pour des affiches plutôt élégantes et en même temps, il faut qu'une affiche se voit dans le flot de toutes les autres affiches. Donc ça, c'est un peu mystérieux. Et justement, au rond-point, il y a une DA très importante sur l'affiche. Oui, ils ont une charte graphique. Il y a pas mal de théâtres comme ça qui ont des chartes graphiques. C'est intéressant parce que dès qu'on voit l'affiche, on sait à peu près de quel lieu on parle, quoi. Ça, il y a plus en plus de là, on voit à l'écran, par exemple, des affiches avec des commentaires éblouissants. Ouais. Qui, quelque part, masquent le sujet principal, hein, puisque il n'y a que des hurrahs et des bravos, mérités sans aucun doute, mais la manière dont les affiches aussi doivent relayer dans un registre un petit peu de réseaux sociaux des commentaires positifs, comment tu apprécies ça? Parce qu'une affiche fait souvent partie du spectacle, bien souvent. On a une affiche qui tease un petit peu le spectacle qu'on va voir. Et là, on a une affiche en fait qui nous rappelle que en fait, c'est le spectacle de l'année. Donc du coup, c'est l'affiche. C'est pas la fête de l'humilité. Voilà. Mais bon, le spectacle de l'année, je sais pas, elle dit pas ça à l'affiche quand même. Non, mais elle dit que c'est formidable. Ouais. Voilà. Oui, après, je pense que c'est bien aussi que les gens puissent effectivement voir des commentaires qui sont parus dans la presse. De manière unanime. Pas tant que ça. C'est là où on se distingue quand même de l'affiche de cinéma. Oui. Où on va avoir quand même l'importance de rentrer dans un univers de fiction de manière peut-être plus franche. Avec une affiche comme ça ou Non, une affiche de fiction de cinéma. Ouais. Peut-être qu'on doit être dans un univers, alors que là, on peut se permettre d'être dans quelque chose où on est déjà dans un recul. Ouais. Je sais pas comment c'est né. Je sais qu'il y avait une petite crainte. C'est un spectacle qui est drôle par ailleurs, qui se joue en ce moment au Théâtre de la Pépinière les lundis soirs et en tournée. Mais ça parle d'un sujet un peu délicat, c'est-à-dire sur la fécondation, sur la PMA. D'accord. Voilà, et je pense qu'il y avait une petite peur aussi de mettre peut-être trop en avant le sujet sans doute. Ok. Eh bien, cette émission est à présent terminée, ça file à une vitesse. Oui, très rapide. Est-ce que tu souhaiterais donner un petit conseil à des étudiants qui s'essayeraient à la mise en scène? Par exemple, un petit truc, on sait on a parlé de Stanislavski sur la création du personnage, on a parlé évidemment de mise en scène et de référence.
Est-ce que, par exemple, si on a des étudiants ici qui essaieraient de se mettre à la mise en scène ou essayer de créer comme ça des personnages dans un cadre de fiction, quel type de conseils tu leur donnerais pour clôturer cette Creative Talk? C'est une bonne question. Je ne sais pas exactement quel type de... Je pense qu'il faut évidemment voir des films. Si vous avez envie de théâtre, aller au théâtre, discuter avec des gens, être ouvert. Et puis essayer, quoi. On parlait tout à l'heure d'essayer des choses. Je pense que... Puis l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on peut assez facilement essayer quand même. On peut faire des films de manière légère et simple. Je pense que c'est aussi en faisant des erreurs, en se rendant compte au montage qu'on a fait des conneries, que ça ne marche pas du tout. C'est comme ça qu'on apprend, quoi. Et puis c'est vrai aussi pour la direction d'acteur, parce que si ça vous intéresse, vous allez être amené à dire des choses à un acteur et vous allez vous rendre compte entre ce que vous dites et ce qui va se passer. Il y aura un écart monstrueux qui va vous faire très peur, parce que vous allez vous dire mais non, mais c'est pas du tout ça que je lui ai dit. Mais lui, il l'a entendu comme ça. Et il l'a entendu non seulement il l'a entendu comme ça, mais en plus il va le sortir, mais ça va être encore une autre manière. Donc il y a une espèce de... Vous aurez l'impression d'être incompris. Vous ne serez pas incompris, c'est juste que c'est normal. Je pense que c'est un processus tout à fait normal. Ce qu'on dit, ce qui est reçu et comment ça s'exprime, il y a une grande marge. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait quand justement il y a cet écart-là? On essaie de trouver d'autres mots. On essaie de trouver d'autres mots. On essaie de dire la même chose, mais le reformuler. Ça, c'est un exercice assez intéressant, je trouve. Mais ça, je crois que ça s'apprend sur le tas en le faisant. C'est qu'on se rend compte de ça. Ouais. Ce qui n'empêche pas, évidemment, de lire toute la belle théorie qui a pu être écrite sur la direction d'acteur, bien sûr, mais sans doute que ça ne suffit pas. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on va remercier évidemment Margot qui a fait le go-between pour te faire venir jusqu'à nous. Margot Robert. On va remercier les équipes techniques, Elvis, nos caméramans vêtus pour l'hiver, parce que normalement ils sont un petit peu plus, je dirais, court vêtus. Et puis l'ensemble des étudiants qui étaient là, et évidemment Thomas, Alex bien sûr, Elvis, Pablo. Et puis on va se souhaiter de joyeuses fêtes de Noël. Bien sûr. Parce que je pense que c'est un peu l'occasion. Évidemment. Voilà. Bonne fête à tous. Très belle fête de Noël à tous, et on se retrouve avec grand plaisir pour la prochaine talk avec Alexis Michalik. Je crois que c'est le 26 janvier, si je ne m'abuse. À très bientôt aussi pour la talk de Benjamin, que nous mettrons en ligne dès le retour de vacances. Merci beaucoup, merci à tous. Merci beaucoup.